Il est 8h34, Laurent Nunez est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Laurent Nunez, je voudrais simplement, parce que l'image a fait le tour de toutes les télévisions, la colère d'Emmanuel Macron en Israël, serré par les services de sécurité israéliens. Vous avez vu les images, j'imagine. C'est joué ou c'est une colère spontanée ? Parce que beaucoup ont dit il a voulu se mettre dans les pas de Jacques Chirac. Non, c'est pas joué. Spontané. Le président de la République a assisté à une altercation entre les services de sécurité français et israéliens. Il a rappelé les règles. Voilà, donc il faut pas accorder plus d'importance à cela, mais c'était absolument pas joué. Il a rappelé aux services israéliens qu'il y avait aussi des services de sécurité français. Voilà, il faut travailler en bonne entente. Voilà. Bien, les services de sécurité français qui sont sur, j'imagine, le pied pas de guerre. Je veux oublier ce mot, j'aime pas parce qu'on emploie ce mot à tort et à travers, qui sont très concentrés autour d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il y a des menaces sur la personne du président de la République. Il y a des menaces sur l'ensemble des personnalités. Vous le savez. En tout cas, il y a une protection qui est assez importante, qui a été renforcée ou pas ? Elle n'est pas renforcée. C'est une protection classique. Je n'ai pas à en donner les détails. Qui est assez efficace, qui permet d'entourer le président de la République au plus loin en fonction de ses activités. Mais comme toutes les personnalités du gouvernement, il est légitime et normal qu'il y ait cette protection. Je dis ça parce que l'ambiance, le climat pourrait entraîner une plus forte sécurité, plus forte mobilisation des services de sécurité. Oui, parce que vous voyez bien que le mouvement de contestation prend des formes qui se radicalisent. Il faut employer le mot, c'est de la radicalisation. On est passé de manifestations violentes, qui continuent d'ailleurs d'être violentes, je pense qu'on en parlera, à des actions coup de poing qui peuvent viser des parlementaires, qui peuvent viser des cérémonies de vœux qui sont très régulièrement perturbées dans le cadre d'actions coup de poing, qui peuvent d'ailleurs se faire également dans la violence. Et donc forcément, il est normal que l'attention des services en charge de la protection des personnalités soit plus soutenue. Et des ministres ont reçu des menaces de mort. Oui, certains ministres ont reçu des menaces de mort, encore récemment, oui. Récemment ? Oui, et bien évidemment, quand il y a des menaces qui sont reçues, elles sont analysées, et surtout, il y a des investigations qui sont menées au plan judiciaire pour essayer de trouver le plus vite possible les auteurs. Précisément sur ces menaces de mort, reçues notamment par Bruno Le Maire, est-ce que l'enquête avance ? L'enquête est en cours, je ne peux pas vous... Oui, mais est-ce l'enquête que vous pensez qu'on va découvrir souvent, nous sommes sur Paris, donc ce sont les ministères parisiens, c'est la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris qui est tout à fait performante et qui prend à cœur de conduire à bien ces enquêtes. Bien, la réforme des retraites, est-ce que les coupures de courant revendiquées par la CGT sont des actes de délinquance à vos yeux ? Mais ce sont des actes qui sont illégaux en tout état de cause. Ça, c'est ce qu'il faut. C'est de la délinquance ou pas ? Donc, vous emploieriez ce mot ? Je n'emploierais. Écoutez, ce sont des actes illégaux. Regardez, vous avez des personnes qui ont été interpellées hier parce qu'il y a une mise en danger de la vie d'autrui. Quand vous coupez sciemment l'électricité, que vous pouvez toucher plusieurs dizaines de milliers de personnes sans savoir à quoi utiliser l'électricité, qui peut être utilisée à des fins médicales, qui peut servir, et c'était le cas dans une affaire récente, à des dispositifs de sécurité, par exemple dans des établissements Céveso, des établissements industriels à risque. Vous avez des dispositifs de sécurité, par exemple de ventilation, qui marchent à l'électricité. Quand ils sont coupés, vous pouvez avoir la vie de salarié qui est mise en danger. Est-ce qu'il y a eu la mise en danger d'autrui ? Il y a eu des ouvertures d'enquête pour la mise en danger de la vie d'autrui. Oui, je vous le confirme. Donc c'est bien que nous sommes aussi dans une forme de délinquance. Est-ce que les auteurs seront conduits devant des tribunaux ? C'est évidemment, il y a des enquêtes qui sont en cours et des investigations qui sont en cours. Et les auteurs, quand il y a eu des mises en danger de la vie d'autrui, bien évidemment, sont susceptibles d'être poursuivis. À propos de la réforme des retraites, j'ai vu que la police technique et scientifique était en grève, elle aussi ? Parce qu'elle veut être traitée comme tout le reste de la police, en expliquant qu'elle est elle aussi en danger. Oui, c'est exact, mais vous savez, le corps de la police technique et scientifique, c'est un corps en fait administratif. Donc ce n'est pas un corps de policiers, mais qui de plus en plus, on mobilise de plus en plus la police technique et scientifique. La police a des résultats remarquables en matière d'élucidation. Vous savez, ce sont les experts, pour faire référence à certaines séries télévisées, qui vont relever les traces et indices, et on les mobilise de plus en plus. On veut qu'ils se déplacent, par exemple, sur certains types d'infractions, dans 100% des cas. C'est le cas des cambriolages. On essaie d'avoir le maximum de relevés. Donc ils vont sur le terrain, ils sont sur le terrain, et ils peuvent parfois être assimilés à des policiers. Donc nous sommes en train de discuter avec eux pour essayer de déterminer la caractéristique de leur mission, savoir s'il y a une dangerosité ou pas. Donc les discussions se poursuivent et nous sommes en relation avec eux, avec Christophe Castaner.
Laurent Nunez, est-ce que les policiers sont violents? Les policiers ne sont pas violents. Enfin, la violence de l'État, c'est une violence qui est légitime, c'est-à-dire qu'elle est très encadrée. Les policiers ne peuvent avoir recours à la violence que lorsqu'il y a une agression, lorsqu'ils sont eux-mêmes menacés pour mettre fin à des exactions. Et donc, elle est extrêmement encadrée. L'usage de la violence par la police, elle est extrêmement encadrée. C'est ce qu'on appelle la violence légale. Encadrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut la réponse soit toujours proportionnée, qu'elle soit juste et nécessaire, et surtout quand il y a des fautes, comme cela peut arriver, il y a bien évidemment le plus souvent saisine de l'autorité judiciaire, où il peut y avoir des sanctions administratives, c'est-à-dire des enquêtes qui sont diligentées. Mais les policiers ne sont pas violents. Il faut réfuter ce terme de violence policière qui laisse à penser qu'il y a un système organisé qui voudrait que la police soit répressive pour faire taire une contestation. C'est pas le cas. La police, elle est là pour encadrer une contestation et faire qu'elle se passe bien. Il y a des doctrines du maintien de l'ordre. Il y a des bien d'accord, Laurent Nunez. Évidemment. Je vais y revenir. Mais lorsque vous voyez ce qui est dit sur les réseaux sociaux, par exemple, ou ailleurs, ces débats qui sont ouverts sur l'attitude de la police en France, que dites-vous? Vous pensez que les policiers trinquent pour le gouvernement? Vous pensez que les policiers trinquent à cause de l'impopularité d'Emmanuel Macron? Franchement. Non, attendez, la police intervient. Il faut rappeler le contexte. Oui. Vous avez des manifestations. Vous avez des manifestations qui, pendant plus d'un an, ont été extrêmement violentes. Vous avez des individus ultra qui les infiltrent et qui en profitent pour s'en prendre aux forces de l'ordre, s'en prendre au commerce, commettre des exactions, commettre des violences, commettre des dégradations. Ça ne s'est pas arrêté avec le mouvement sur la retraite. Il faut arrêter de se voiler la face. Ça ne s'est pas arrêté. On continue à avoir des ultras qui incorporent les cortèges et commettent des violences. Qui sont toujours là, ces ultras. Et la police, comme la gendarmerie, intervient uniquement dans ce cas-là. Elle intervient uniquement dans ce cas-là pour mettre un terme aux exactions. Et ça, il faut le rappeler. Il faut quand même arrêter. Certains essaient de faire croire que les violences policières sont dirigées contre ce qu'ils appellent, les violences policières, ce que nous nions totalement, seraient dirigées pour réprimer un mouvement contestataire. Ça n'est pas le cas. Quand les manifestations sont organisées, quand elles se déroulent sans violence, elles se passent bien, il n'y a pas d'incident. Il y a les interventions de la police, quand il y a des exactions qui sont commises, c'est le rôle de la police et de la gendarmerie, qui sont deux institutions républicaines. Il faut le rappeler avec force, et je le fais ce matin. Mais les policiers sont aux ordre. Est-ce qu'ils trinquent pour l'impopularité d'Emmanuel Macron? Non, ils ne trinquent pas pour l'impopularité. D'abord, l'impopularité d'Emmanuel Macron, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites, Jean-Jacques. Dans tous les cas, une forme d'impopularité, les policiers, qui s'exprime. Les policiers ne trinquent pas. Les policiers, ils sont là pour rétablir l'ordre public républicain. C'est ce qu'ils font maintenant depuis 1 an et demi avec beaucoup de courage, beaucoup d'engagement, et ils ont le soutien de la majorité de la population dans cette action qui est déterminante pour faire en sorte que nos institutions républicaines fonctionnent correctement. Bien, on va parler de la doctrine, mais auparavant 2 cas. Le cas de Clément. On va employer son prénom, interpellé samedi à Paris en marge d'une manifestation de Gilets jaunes. Il est au sol, un policier le frappe. Alors, on a vu un extrait d'une vidéo. Est-ce que ce policier a été identifié? Et évidemment, une enquête est ouverte, on est d'accord. Pourquoi le frappe-t-il d'ailleurs? Il faut être prudent. Il y a une enquête qui est ouverte, une enquête judiciaire qui est ouverte pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique, violence volontaire. Donc l'enquête est ouverte. L'inspection générale de la police nationale est saisie. Elle investigue. Donc voilà. Il y a, vous le savez, il y a 2 théories. La presse en est faite l'écho. Moi, j'ai pas de raison de penser que ce que dit le fonctionnaire de police est inexact. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des investigations en cours et toute la lumière sera évidemment faite. Ce jeune homme a insulté le policier, lui a craché dessus. C'est ce qui est dit. Effectivement, il a tenté de se rebeller. Voilà, c'est ce qui est dit. Encore une fois, il y a des investigations en cours et on saura si l'usage qui a été pratiqué de la violence était proportionné ou pas. On le saura. Est-il vrai d'ailleurs que ce policier était placé sous trithérapie? Écoutez, évidemment, vous savez, quand il y a des interventions de police... Un crachat, on n'attrape pas le sida. Enfin bon. Voilà, c'est l'usage, c'est un protocole, voilà. Ce que je voulais vous dire quand même... Oui, allez-y. Ayez quand même en tête que la police nationale, c'est 7% de la fonction publique, c'est 55% des sanctions disciplinaires qui sont appliquées. Voilà, il faut bien avoir ça en tête. Donc la police et les gendarmes également, la police est punie, ce sont des corps qui sont extrêmement contrôlés. Et bien sûr, des fonctionnaires de police ou des militaires de gendarmerie sont effectivement punis. Il faut arrêter de dire qu'il y a un déni, c'est totalement faux. L'affaire Cédric Chouviat,
parlons-en. Aussi, mort après une interpellation à Paris, dans le 7e arrondissement de Paris. Enquête ouverte, là encore, pour homicide involontaire. Pourquoi est-ce que les 4 policiers impliqués ne sont pas suspendus ? Pour une raison qui est très simple. Simple. Vous venez de le dire, une enquête, une information, même judiciaire, qui a été ouverte pour homicide involontaire. Donc la justice est saisie, la justice fait son travail. L'enquête ici, l'ouverture d'une enquête administrative et donc d'éventuelles sanctions administratives portera exactement sur le même fait que ce pourquoi la justice est saisie. Donc généralement, on laisse la justice se dérouler, effectuer ses investigations qui sont plus poussées que ce qu'on pourrait avoir dans une enquête administrative. Maintenant, et Christophe Castaner, je crois, l'a dit à la famille qu'il a reçue. Oui. Évidemment, il y a des règles de procédure qui permettent à l'autorité judiciaire d'être déliée du secret de l'instruction dans ce genre de cas. Et si une faute apparaissait, elle peut le communiquer à l'autorité administrative qui peut prendre une sanction administrative. Mais nous n'en sommes pas là. Il y a une enquête judiciaire qui est ouverte, les investigations se poursuivent. Et s'il apparaissait qu'il y a une faute de l'un des 4 fonctionnaires qui sont mis en cause dans cette affaire, il pourrait y avoir des sanctions administratives, mais nous n'en sommes pas là. Il faut laisser la justice faire son travail dans cette affaire. 2 stagiaires parmi les 4 policiers. On est Laurent Nunez. La technique du plaquage ventral. Enfin, stagiaire, il faut que vos auditeurs comprennent. Un stagiaire, c'est un gardien de la paix qui a été formé, qui sort de l'école, et qui pendant un an n'est pas... Alors justement, est-ce que les gardiens de la paix, des policiers, justement, ils sont formés, sont des vrais policiers. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Stagiaire, non mais pardon, il faut être précis. Alors, stagiaire, un stagiaire, c'est quelqu'un qui a passé le concours de gardien de la paix, qui a été formé en formation initiale, qui a appris tous les gestes d'interpellation, qui a appris à se servir d'une arme, qui a appris toute la réglementation, et qui pendant un an, donc ensuite il y a une titularisation, c'est ce qui vaut pour toute la fonction publique de l'État, territoriale et hospitalière. Donc voilà, les mots ont un sens quand même. Il faut un moment, je crois qu'il faut quand même jeunes policiers, jeunes policiers, mais qui sont formés, qui sont expérimentés. La technique d'interpellation, la technique d'interpellation, qui est interdite en Suisse et en Belgique. Je vais vous dire ce qu'on fait en France. Allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, un individu, les interpellations, elles se passent normalement dans des conditions de sécurité absolue. Bon. Quand vous avez un individu qui se rebelle, qui vient de commettre un outrage, qui ne se laisse pas interpeller, il y a effectivement des techniques qui sont enseignées en école de police, comme en école de gendarmerie, qui consistent à emmener au sol cet individu pour pouvoir le menotter. Et il y a un certain nombre de règles qui sont prévues, très claires, qui indiquent qu'il faut éviter d'avoir des points de compression, c'est-à-dire de peser sur cette personne. Il faut le faire le moins longtemps possible. Et il y a des règles qui régissent le transport de l'individu une fois qu'il est interpellé. Suite à un certain nombre de décès qu'il y a pu avoir par le passé, on interdit, par exemple, le transport d'individus en position ventrale. Voilà. Et quand l'interpellation s'est déroulée de manière un peu musclée, il doit automatiquement y avoir un examen médical. Et tout ça, c'est appris, évidemment, en école de police. Et ces techniques, elles sont appliquées tous les jours quand vous avez des individus qui ne se laissent pas interpeller. Pourquoi est-ce que c'est interdit ? Pourquoi est-ce qu'il y a une réflexion autour de cette technique? J'allais y venir, Jean-Jacques Bourla. J'allais y venir. Le ministre de l'Intérieur, quand il a reçu la famille de Cédric Chauviat, pour lequel, évidemment, j'ai une pensée. On ne doit pas mourir dans le cadre d'une interpellation, évidemment. Mais le ministre de l'Intérieur a demandé que l'on passe en revue l'ensemble de ces techniques, et c'est ce qui va être fait. Mais sachez que ces techniques, elles sont rendues indispensables et nécessaires. Ça pourrait être interdit ou pas? Écoutez, je ne vois pas comment on pourrait interpeller un individu récalcitrant, violent, sans le conduire au sol et le menotter. Moi, je ne vois pas comment les policiers feraient. Et il en va aussi du respect du bon ordre et de la sécurité dans notre pays. Des individus qui se rendent coupables d'outrage, qui se rendent coupables de faits délictueux, ils doivent être interpellés. Et l'interpellation, elle obéit à des règles précises. Quand l'individu est violent, il y a un certain nombre de gestes techniques qui sont très encadrés et qui doivent pouvoir être pratiqués. Encore une fois, il y va de la sécurité de nos concitoyens aussi. Le préfet de police de Paris, démission, demande Marine Le Pen. J'ai écouté Anne Hidalgo qui dit il faut changer de doctrine, il faut revenir à la doctrine Grimaud. Est-ce que vous avez pensé à une démission pour le préfet de police de Paris? Le préfet de police de Paris fait un excellent travail depuis qu'il a été nommé. Il applique la doctrine que nous avons souhaitée avec Christophe Castaner, qui est une doctrine qui ne tolère pas qu'il puisse y avoir des exactions, qu'il puisse y avoir des prises à partie des forces de l'ordre, qu'il puisse y avoir des dégradations ou des pillages de commerce. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Et donc ce que fait le préfet de police, c'est d'appliquer cette doctrine, qui est une doctrine qui, je le rappelle, de grande mobilité, de grande réactivité, de déconcentration du commandement au plus près du terrain pour qu'on puisse intervenir tout de suite quand il y a des exactions, y mettre un terme,
et interpeller et avoir des poursuites judiciaires. Mais Marine Le Pen dit le préfet est responsable de l'aggravation des tensions. Non, le préfet. Ce sont les ordres. Enfin, le préfet il est aux ordres. Marine Le Pen, je trouve, fait preuve de beaucoup de clémence vis-à-vis des personnes qui sont violentes lors des manifestations. C'est plutôt là que devrait se porter son regard. Parce que si la police intervient comme elle le fait, c'est parce qu'en face d'elle, il y a beaucoup de violence. Et les policiers et les gendarmes engagés sur Paris, sous l'autorité du préfet de police, sont là pour protéger les biens et les personnes. C'est leur mission essentielle et elle est indispensable. Indispensable, et la doctrine Grimaud, je me rappelle Anne Hidalgo, parce Madame Hidalgo évoque la doctrine Grimaud, elle fait 1968, référence, là encore soyons précis, elle fait référence à une lettre qu'avait fait le préfet Grimaud, qu'avait rédigé le préfet Grimaud à tous ses responsables de policiers, en leur disant on ne frappe pas un homme à terre, frapper un homme à terre c'est se frapper soi-même, en évoquant la police nationale. Croyez-vous que nous avons abandonné cette doctrine, ce principe fondateur qui est qu'effectivement on ne frappe pas un homme à terre, et quand c'est le cas, il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Ce n'est pas une doctrine, c'était une lettre qui est tout à fait justifiée, qui a continué d'être appliquée. Par contre, la doctrine que nous appliquons, celle de la réactivité de l'interpellation, elle perdure, elle est actuellement en vigueur, elle perdurera, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut mettre un terme aux exactions. Madame Hidalgo, vous savez, après le 1er décembre et le 8 décembre, et après certaines manifestations à Paris au mois de janvier, c'était la première à crier au loup et accuser les forces de l'ordre de n'avoir pas été assez efficaces. Donc voilà, nous, le préfet de police, le ministre de l'Intérieur et moi-même sont tout à fait consacrés à notre tâche qui est de maintenir l'ordre public dans le pays, et nous le faisons. Vous avez dirigé la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Laurent Nunez, la lutte contre le terrorisme. 16 agents des services de renseignement ont été écartés depuis 2014, c'est bien cela. Dans la police, dans la gendarmerie aussi, la radicalisation, vous avez des cas récents de radicalisation? On a des cas. Vous avez des chiffres? Les 16 personnes, ce sont dans les services de renseignement. Donc, ce sont des personnes qui ont été écartées parce qu'elles étaient radicalisés ou leur entourage. Vous savez, dans les services de renseignement, on essaie d'éviter qu'il y ait ce qu'on appelle des vulnérabilités, des points de fragilité. Donc voilà. Donc d'ailleurs depuis l'attaque de la préfecture de police du 3 octobre, il n'y a pas eu de membres d'un service de renseignement détecté comme étant radicalisé. Dans la police, il y a des signalements. Il y a des signalements de radicalisation. Je n'ai pas le chiffre en tête, c'est quelques dizaines, mais qui ne sont jamais, au final, la plupart du temps, ils ne sont pas confirmé. Ça peut conduire parfois à des mesures provisoires de suspension, le temps que les investigations soient réalisées. En tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir une formation à la détection des signaux faibles et de pouvoir avoir un système centralisé de suivi des individus radicalisés. Et c'est ce qu'a décidé d'ailleurs le Premier ministre pour les services de renseignement, où il y aura un suivi centralisé. On va renforcer l'habilitation, les conditions dans lesquelles est délivrée l'habilitation secret défense. Le Premier ministre a annoncé des mesures importantes cette semaine. Est-ce que le risque terroriste est toujours élevé? Et le risque terroriste est toujours très élevé. Très élevé. Il est très élevé. On l'a vu avec l'attaque de la préfecture de police, avec l'attaque de Villejuif, où nous avons des personnes qui sont, comme on dit, auto-inspirées par la propagande de Daesh et qui vont passer à l'action avec des moyens certes rudimentaires, un couteau, ça peut être une voiture bélier, mais qui font des victimes, malheureusement, qui font des victimes. Est-ce que vous n'êtes pas exaspéré en voyant que beaucoup de ces éléments sont déclarés très vite, de ces terroristes sont déclarés trop vite irresponsables? Est-ce qu'il n'y a pas un problème là autour de la responsabilité pénale en France? Non, enfin, il y a des règles très précises. Il y a des règles très précises qui s'appliquent. Il ne faudrait pas revoir la loi. C'est le discernement au moment où on commet son action, la motivation. Bon, il se trouve que dans l'affaire de Villejuif, il a été considéré que c'était un acte terroriste pour un certain nombre de raisons qu'a rappelé le procureur national antiterroriste. Mais voilà, la difficulté, c'est qu'il y a un droit pénal qui s'applique, qui s'est toujours appliqué, et qui est que il peut y avoir une irresponsabilité quand la personne n'avait pas trop de joint, on devient irresponsable. Oui, là vous faites référence à l'affaire de Sarah Halimi, pour lequel d'ailleurs, vous savez qu'il y a un pourvoi en cassation, donc la Cour d'appel a rendu une décision qui ne m'appartient pas de commenter, mais qui rappelle quand même que cet acte a néanmoins un caractère antisémite, je le rappelle. Oui. Des tentatives d'attentats terroristes, d'attentats terroristes déjoués ces derniers temps? Oui, bien évidemment. Vous savez, ce sont 60 attentats qui ont été déjoués depuis la fin de l'année 2013. Il y a 60 depuis la fin de l'année. Oui, 60 depuis la fin de l'année 2013. Et il y a une action récente qui a été menée au Brest, une interpellation de, je crois, ce sont 7 personnes qui ont été interpellées. Donc là, c'est sous l'autorité du procureur national antiterroriste. Il y a une information qui a été ouverte et on saura à l'issue de ces investigations si nous avons eu ou pas le 61e attentat déjoué. Merci Laurent Nunez, il est 8h53, vous êtes sur RMC et BFM TV. Merci.